Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je voulais faire une vidéo pour vous présenter une distribution Linux et je voulais vous présenter aujourd'hui Antergos, anciennement Synarch. Alors Antergos est une distribution qui est basée sur Arch Linux et je pense qu'il est important de faire le point sur ce qu'est Arch Linux pour comprendre un petit peu l'intérêt de cette distribution-là. Alors Arch Linux fonctionne un petit peu différemment de ce que l'on a l'habitude de connaître avec Ubuntu ou Debian, qui a un système de cycle de release. Avec Arch Linux, on a un système de rolling release. Alors sur Ubuntu, par exemple, tous les 6 mois, ce que va faire l'équipe de Ubuntu, c'est qu'ils vont bloquer les différents paquets. Ils vont prendre les derniers paquets qui sont disponibles, les derniers logiciels, et ils vont dire, bon, à partir de maintenant, on ne fera pas de mise à jour. On va garder ces versions-là. Par exemple, ils vont dire, bon, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on va friser, PHP dans sa version 7.0.1 par exemple. Et ce qu'ils vont faire, c'est que dans les dépôts, ils vont mettre cette version de PHP. Ils valident un petit peu tout et tout fonctionne correctement. Si jamais plus tard il y a des mises à jour, ils ne laisseront passer que les mises à jour de sécurité. Et si PHP 8 sort, il ne sera disponible qu'à la prochaine release de Ubuntu. Donc tous les 6 mois, on peut choisir de rester sur notre version ou carrément de tenter la grosse upgrade où on met tous nos paquets à jour. Avec une rolling release, on n'a plus de système de version, mais directement dans les dépôts, on retrouve systématiquement les dernières versions des logiciels. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de PHP, dès qu'une nouvelle version va sortir, dans le cas de Antergos, dans le cas de Arch Linux en général, boum, on l'aura disponible sur notre système. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Ça a l'avantage de nous permettre d'avoir directement toutes les dernières versions et les dernières fonctionnalités du système. En revanche, ça a un inconvénient, c'est que ça peut tout péter à n'importe quel moment. Si par exemple, vous faites des sites en PHP 5, vous êtes sur Arch Linux, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver sur PHP 7. Donc à vous de voir si ça a un intérêt pour vous ou non. Alors Antergos, qu'est-ce qu'il apporte par rapport justement à Arch Linux? Il apporte une installation simplifiée. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'ISO, il est disponible en 2 versions. Vous avez une version qui est un live ISO qui vous permet de mettre la clé et de démarrer sur un OS. Et vous avez la version minimale qui va vous permettre de démarrer plus vite sur du plus vieux matériel. Alors personnellement, je ne l'ai absolument pas testé et on va partir sur le live ISO. Donc vous descendez, vous cliquez sur Latest Install Media et vous téléchargez soit l'ISO, soit le torrent. Donc moi évidemment, je triche un peu ici parce que je l'ai déjà téléchargé. Pour essayer cette distribution, et je vous conseille toujours de faire ça lorsque vous voulez essayer des distributions, n'allez pas l'installer directement sur votre machine, mais utilisez une petite machine virtuelle. Donc j'ai préparé une petite machine via VirtualBox, donc j'y ai alloué 2 Go de RAM et à peu près 15 Go de disque dur. Et ça va me permettre de vous montrer la phase d'installation. Mais si jamais vous voulez l'installer sur une vraie machine, il vous suffit d'utiliser par exemple Rufus si vous êtes sur Windows pour vous créer une clé USB bootable, vous la mettez, ça s'installe comme n'importe quelle autre distribution. Donc on est parti, je vais démarrer ma machine et je vais lui mettre un ISO particulier. Donc je l'ai dans mon dossier téléchargement et on est parti. Et on va mettre ça en plein écran, autant en profiter. Donc je vais arriver sur la phase où je peux choisir sur quoi booter. Donc moi je vais lui demander de booter sur Antergos Live, directement sur ma petite clé USB. Ou ici le DVD en l'occurrence. Alors par défaut, lorsque vous démarrez sur le système live, vous allez démarrer sur le GNOME Desktop. Antergos n'a pas forcément d'opinion sur le type d'environnement de bureau que vous devriez choisir. Il vous laissera même le choisir à l'installation. Mais par défaut, le live ISO démarre sur du GNOME. Donc vous allez voir, il vient en plus avec quelques petites icônes. Il n'a pas forcément un look dégueulasse et ça c'est plutôt cool. Voilà le live ISO. Donc ce live ISO vous permet, comme d'habitude, de pouvoir un petit peu jouer avec l'OS et tester les choses, mais il vous permettra aussi de lancer l'installation de manière visuelle grâce à l'application Syngini. Je suis désolé, je suis foutu de la prononcer. Donc, vous pouvez ici cliquer sur Try It et il vous laissera l'essayer, ou cliquer sur Install It. Nous, on va directement cliquer sur Install It pour voir le processus. Donc là, on a vraiment une interface qui est plutôt bien foutue et vraiment simplifiée pour l'installation. Il vous demande en premier la langue. Donc là, on va mettre du français. Hop. Il vous dit après votre OS, est-ce qu'il correspond un petit peu à mes attentes? Là, je vais répondre oui. Vous mettez le territoire sur lequel vous êtes. Alors nous, on est en France de France. Voilà. Hop. On se place sur le fuseau horaire de Paris, histoire que l'heure soit à la bonne heure. On se met en français au niveau du clavier. Donc là, c'est relativement classique. Et là, par contre, on arrive sur une interface assez importante où on vous demande de choisir l'environnement de bureau. Comme je vous l'ai dit, il n'a absolument aucune opinion et vous pouvez choisir l'environnement que vous voulez. Alors, je ne vais pas ici vous faire un comparatif. Le mieux, encore une fois, c'est de l'essayer.
Je dirais juste GNOME, ben, c'est l'interface que l'on a là. Pour le coup, ça ressemble à du macOS avec ce panneau pour lister toutes les applications. Le fait qu'on ait un dock, non. Et après, ben, par exemple, si vous ouvrez des fenêtres, on n'a pas de barre de titre dans les fenêtres, c'est directement intégré en haut. Donc pour le coup, je trouve que c'est une interface à la macOS. KDE, c'est une interface qui ressemble un petit peu plus à du Windows avec la version Plasma actuellement. C'est pas dégueulasse, mais il y a pas mal d'effets, de choses à configurer, donc moi je suis pas forcément fan. Mate et Cinnamon, ce sont deux distributions que je ne pourrais pas trop juger pour la bonne et simple raison que j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. OpenBox, alors j'ai jamais vraiment démarré dessus, encore moins. Et XFCE, c'est celle que j'utilise actuellement, celle que vous voyez en arrière-plan, qui est une interface qui ressemble un petit peu à du Windows 98, Windows XP, mais qui est très personnalisable. Et du coup, c'est celle que je vais choisir ici. Mais si vous êtes déjà fan d'un autre environnement de bureau, ben, vous avez l'avantage de pouvoir l'utiliser. Vous ne serez pas forcément dépaysé. Donc je clique sur suivant et là il vous demande quelques logiciels. Donc vous pouvez personnaliser l'installation et choisir d'installer des logiciels spécifiques. Donc par défaut il installe Chromium. Donc moi je vais le désactiver, je vais juste installer Firefox. Vous pouvez installer plusieurs autres noyaux. Vous pouvez installer le pare-feu, le partage Windows, donc ça c'est pratique si vous voulez partager avec un autre disque dur. Bon là vous cochez un petit peu ce que vous voulez. Et je vous conseille de cocher ça. Le Arc User Repository, on va en parler pendant l'installation, c'est une des raisons qui me fait passer sur du Arc Linux pour mon bureau. Hop. Et après, si je descends, le Bluetooth on s'en fout, l'impression on s'en fout. Vous avez Steam si vous voulez jouer, on sait jamais. Une fois que vous avez fait votre petite sélection de logiciels, vous cliquez sur suivant. Donc là, il vous met une petite alerte concernant le Arc User Repository. Vous mettez OK, je sais un petit peu les risques que je prends. Et là, il va vous proposer l'interface classique pour partitionner votre disque dur. Donc vu que je suis sur une VM ici, je peux lui dire de tout effacer. Mais évidemment, lorsque vous faites une installation sur un OS qui est déjà bien préconfiguré, le mieux c'est de choisir cette option-là. Et dans l'étape suivante, de faire un petit peu sa configuration. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur une VM, donc on va tout effacer, on va repartir de zéro. Et vous avez l'option pour chiffrer votre disque dur, comme ça si quelqu'un arrive et vous vole votre tour, il ne pourra pas récupérer les informations. Moi, je vais tout laisser décocher et hop, je clique sur suivant. Après, je choisis le disque d'amorçage. Donc là, pareil, je clique sur suivant vu que j'en ai qu'un seul. J'arrive sur le résumé et je peux commencer mon installation. Dernière petite étape concernant l'utilisateur qui sera utilisé. Donc moi, je vais utiliser mon prénom. Donc ça va être Jonathan, et je vais choisir un mot de passe bien pourri. Et on est parti. Et je vais me mettre sur se connecter automatiquement. Je ne veux pas avoir à me taper le mot de passe systématiquement quand je démarre ma machine. Du coup, le processus d'installation va commencer et il va télécharger les différentes choses dont il a besoin sur Internet. Donc il faut nécessairement avoir une connexion Internet active pour pouvoir installer les choses. Et comme vous le voyez en fond, Antergos Love Numix, si vous êtes déjà habitué à d'autres distributions, par défaut, il va vous installer le système d'icônes Numix et tout. Donc, vous allez arriver sur un bureau qui est normalement un petit peu personnalisé. Alors après, dans les installations que j'ai faites, sur GNOME, j'arrivais sur un bureau personnalisé. Par contre, sur XFCE et d'autres distribs, je crois qu'on arrive vraiment sur du brut de brut. Enfin bref, on peut toujours personnaliser par la suite. Alors pendant qu'il fait son installation, je vais faire le point sur ce qu'est le Arc User Repository. Donc Arc Linux, comme d'autres distributions, fait un certain choix et une certaine sélection d'applications qu'il va déployer dans son dépôt. Et du coup, forcément, il y a des moments où on ne va pas forcément trouver le logiciel que l'on veut et parfois, on est obligé de le compiler soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu pénible parce que ça veut dire qu'à chaque mise à jour, il faut recompiler le truc et c'est pas forcément très pratique. Donc en plus du dépôt traditionnel, on a le Arc User Repository qui permet à n'importe qui, et c'est ça qui est important aussi en termes de sécurité, il faut faire attention parce que n'importe qui peut poster dessus, donc n'importe qui peut poster un nouveau dépôt. Donc on va faire une petite recherche et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et on va prendre Spotify typiquement. Donc Spotify, ce n'est pas quelque chose qui est dans les dépôts officiels, mais on voit que c'est ici dans les dépôts utilisateurs. Donc ces dépôts utilisateurs fonctionnent très simplement à l'aide d'un fichier package build qui explique comment build en fait cette version du paquet. Lorsqu'il y a une nouvelle version qui va être sortie, automatiquement il va réexécuter ce package build et il va le recompiler. Donc l'avantage, vous, de votre côté, c'est que vous n'avez pas à faire toutes ces étapes-là, elles vont être décrites pour vous. L'inconvénient, et ça c'est très important, c'est qu'en termes de sécurité, il faut bien regarder ce qu'il y a dans ce package build et vérifier que la personne n'installe pas n'importe quoi sur votre système.
Donc il y a un système de vote, entre guillemets, ou de réputation qui vous permet aussi d'avoir une idée de la valeur du paquet, mais le mieux c'est quand même de regarder ce fichier-là, parce qu'il est loin d'être compliqué. Pour résumer, il indique ici où se trouve le fichier qu'il va télécharger. Donc il va le télécharger et ensuite faire ses différentes commandes. Donc notamment, il va rajouter le Spotify.desktop qui permettra d'y accéder. Donc lorsque par exemple, donc là je suis sur ma machine haute mais je fais Spotify, hop, vous le voyez, il est directement ici, c'est beaucoup plus pratique. Il met une jolie icône et ensuite il fait comme ça toute une série d'opérations bien particulières pour la configuration de Spotify. Et en plus de cela, il va installer juste avant de faire ces étapes-là les différentes dépendances dont il a besoin. Donc dans le cas de Spotify, c'est plutôt simple, mais dans des cas un petit peu plus complexes, il installe les différentes dépendances pour ensuite pouvoir compiler les choses simplement. Donc vous, au final, vous n'allez avoir à vous soucier de rien. Automatiquement, vous allez pouvoir récupérer ce package et il va l'installer sur votre système et faire les différentes opérations. Donc tant qu'on est à parler de package et de choses comme ça, il faut savoir que Arch Linux dispose d'un wiki qui est très très bien fait et sur lequel vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'informations. Personnellement, c'est un des wikis que je trouve les mieux faits parce que il vous explique les choses même si vous n'êtes pas forcément super compétent. Donc vous y allez, vous avez quelques petites informations. Moi je vous conseille de lire au moins les premiers chapitres qui vous expliquent un petit peu ce qu'est Arch Linux et les principes d'Arch Linux. Sachant que ces principes et cette présentation s'appliquent aussi à Antergos. Comme je vous l'ai dit, c'est basé sur Arch Linux, mais en fait, c'est au-delà de ça, ça utilise Arch Linux. Les dépôts que vous allez avoir sur Antergos, ça ne va pas être des dépôts qui vont être préfiltrés par eux. Il y en a en plus, mais ça va être avant tout les dépôts de Arch Linux. Et c'est pour cette raison que pas mal de personnes désignent Antergos comme non pas une distribution à part entière, mais comme un installeur de Arch Linux. Parce qu'au final, il est vraiment basé dessus. Ceci étant dit, personnellement, je préfère lui donner le nom de distribution pour la bonne et simple raison qu'il arrive quand même avec certains logiciels et une configuration qui est préfaite. Et du coup, c'est plus proche d'une distribution que simplement un installeur qui arriverait avec une version vierge de Arch Linux. Voilà, donc si vous comptez vraiment installer cette distribution-là, je vous conseille de lire ces premiers chapitres, ça vous servira à démarrer. Alors maintenant, hop, côté installation, il a bien fini. Il me demande est-ce que je veux redémarrer le système et je vais répondre oui. Alors ce coup-ci, j'ai pas forcément besoin d'être devant la machine parce que par défaut, la première option qu'il va choisir, ça va être démarrer depuis le disque dur, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, je peux carrément dégager le lecteur optique. Voilà, j'éjecte le disque. Ouais, quoique, on va pas le brusquer là maintenant qu'il a démarré. Bon, on va démarrer depuis le disque. On arrive sur le Grub 2 et on choisit Antergos Linux. Si jamais vous choisissez de l'installer sur votre vraie machine et que vous avez Windows, il vous mettra une option lors de l'installation et vous pourrez lui dire d'installer Grub 2 et du coup, il va installer les choses par défaut. Et il vous permettra de faire comme ça un dual boot, Windows d'un côté, Antergos de l'autre. Donc comme je vous le disais, on arrive ici sur XFCE. Donc moi j'ai choisi cette interface de bureau parce que je suis habitué avec elle, mais vous pouvez littéralement utiliser n'importe laquelle. Et comme vous le voyez, c'est brut de décoffrage. On a vraiment la distribution classique de XFCE. Donc vous pouvez après la personnaliser comme vous le souhaitez. Donc là c'est dans la partie paramètres et gestionnaire des paramètres et on retrouve le panneau de paramètres par défaut. Donc tout ça c'est déjà préinstallé. Et comme je vous le disais, par défaut il arrive avec le thème du mix. Donc vous pouvez mettre Frost ou Frostlight comme vous le souhaitez. Donc c'est une interface un petit peu plus sympa. Pareil pour les icônes, vous avez Numix. Donc là vous pouvez choisir soit celle-là, soit la Square, à vous de voir. Donc eux, celles qu'ils utilisaient par exemple sur GNOME, c'était la Square. Il n'y a pas trop de différence entre. Et de la même façon, si vous revenez dans tous les paramètres, dans le gestionnaire de fenêtres, au niveau du thème, hop. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont installés, mais vous avez Numix Frost. Voilà, ça vous donne une interface quand même un petit peu plus sympa que celle par défaut. Alors, j'ai pas forcément passé 3 heures à configurer l'environnement de bureau, ça dépend un petit peu des préférences de chacun. Ce qui est intéressant, c'est donc le gestionnaire de paquets. Alors par défaut, Arch Linux utilise Pacman, qui est un gestionnaire de paquets qui va vous permettre de récupérer les choses. Alors, si vous venez comme moi de Ubuntu ou de Debian, vous allez être un petit peu déstabilisé parce qu'il faut faire la conversion. Alors ils ont pensé à vous et ne vous inquiétez pas, si vous cherchez Pacman suivi de apt-get sur Google, vous allez tomber sur cette page du wiki justement qui vous montre l'équivalent entre l'un et l'autre. Donc par exemple, lorsque vous voulez installer quelque chose, plutôt que de faire un coup de apt-get install, vous allez faire un coup de pacman-s majuscule y. Mais comme pour beaucoup de choses, on a une interface visuelle si on n'est pas forcément à l'aise avec les lignes de commande. Donc vous allez dans la partie application et vous avez ici, dans la partie système, ajouter et supprimer des logiciels. Donc ça, c'est le logiciel qui s'appelle PAMAC. C'est un logiciel qui vous propose tout simplement une interface pour pouvoir accéder aux différentes choses.
Par exemple, moi je vais installer Whisker pour le menu, parce que je ne suis pas forcément fan de ce menu-là, c'est vraiment trop horrible en termes d'ergonomie. Donc vous cherchez le package, vous tapez Whisker par exemple, et il vous montre le paquet qui est disponible. Vous cochez, vous cliquez sur appliquer, il vous dit les différentes dépendances et tout, vous validez, il vous demandera alors votre mot de passe administrateur, et après, pouf, c'est parti, il l'installe. Et ça fonctionne comme ça de manière automatique. Si maintenant je reviens sur mon XFCE, je peux lui dire dans le tableau de bord, bah tiens, je vais ajouter Whisker que je viens de créer. Donc je vais ajouter, hop. Par contre, il va se foutre tout à droite, ce que j'aime pas forcément. Donc dans les préférences du tableau de bord, dans les éléments, hop, on va te foutre Whisker tout en haut. Bon, c'est un petit exemple, mais c'était juste pour vous montrer ça. Et là, j'ai un menu plus sympa. Donc après, l'expérience est relativement classique, hein, si ce n'est que les dépôts que vous allez retrouver sont des dépôts qui sont un petit peu plus bruts de décoffrage que les autres. Je vais vous prendre un cas concret qui m'a bloqué quasiment instantanément, c'est le cas MySQL. J'avais cherché MySQL et à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé de dépôt MySQL. Donc premier réflexe, on va sur internet. Ouais, j'ai pas installé Chromium, donc il sait pas avec quoi ouvrir, donc là je vais ouvrir avec Firefox. Hop, on va fermer ça et ça. Je cherche MySQL et je cherche Arch Linux parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas MySQL dans les dépôts. Donc en fait, ils ont décidé, donc ça date pas mal, depuis mars 2013, de passer sur du MariaDB au lieu de MySQL. Tout simplement parce que MariaDB propose quasiment un remplacement tel quel pour MySQL. Donc on peut l'installer via le gestionnaire de paquets, comme je vous le disais. Donc on fait MariaDB, on coche, on installe. Ou si vous voulez voir comment ça fonctionne au niveau ligne de commande, plutôt que de faire un coup de apt-get, on fait un coup de sudo pacman-s majuscule et le paquet que l'on souhaite installer. Ici c'est MariaDB. Donc il nous demande notre mot de passe. On le rentre, on confirme une fois et hop, tout va s'installer. Et voilà. Alors attention, comme on vous le dit ici, mais aussi dans la documentation. Donc c'est pour ça que moi je trouve pour le coup le wiki bien fait, parce que vraiment il vous dit tout ce qu'il y a à faire et il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc sur Ubuntu, c'est vrai que j'ai été habitué à j'installe le truc, il est démarré, il était ajouté dans les services et dès que je redémarre l'OS, il va redémarrer. Là par défaut, il ne le fait pas. Donc d'abord, il va falloir créer les tables et les différents dossiers. Donc là, il vous dit parfois il le fait, mais là il le fait pas du tout. Donc vous copiez ça, hop, vous exécutez cette ligne. Par contre, il faut le faire en tant qu'administrateur. Voilà. Et après, vous pouvez le démarrer manuellement. Alors attention, on n'utilise pas ici le système de service, mais on utilise systemctl. Donc vous faites un coup de sudo systemctl mysqld et il va le démarrer. Et si vous voulez qu'il démarre automatiquement avec votre système, vous mettez un coup de enable. Donc là, c'est à vous de voir. Nous, on va faire les deux. Hop. On va le démarrer et on va lui mettre au démarrage. Donc par défaut, il est installé un petit peu comme l'installation à l'arrache, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sécurisé, qu'il utilise le login root et il n'y a pas de mot de passe. Donc vous pouvez faire un mysql-root et hop, vous êtes connecté. Voilà donc pour l'installation d'un package classique entre guillemets pour du développement. Donc comme je vous le disais, l'autre avantage de Arch Linux, c'est qu'on a accès au Arch User Repository. Si je essaie de réaccéder à un dépôt particulier, j'essaie d'accéder par exemple à Spotify, hop. Là, il n'est pas disponible dans les paquets officiels. Par contre, si j'ai envie, je peux l'installer depuis le Arch User Repository. Alors, vous avez dans Pamac la possibilité de voir ces dépôts-là. Donc, vous cliquez ici sur le panneau d'options. Vous allez dans Préférences. Donc, il va vous demander votre mot de passe root. Et là, vous allez pouvoir lui dire « Je veux aller dans OR et je veux l'activer ». Donc, je coche cette case-là. Je lui dis « Je veux que tu vérifies les mises à jour depuis OR et je veux pas que tu me demandes de confirmation au niveau des paquets ». Voilà, parce que sinon il va vous demander plein de questions et ça peut être un petit peu pénible. Si vous vérifiez en amont les fichiers package build, il n'y a pas trop de soucis. Et là, je ferme. Maintenant, vous voyez que j'ai cette option-là et je peux lui dire, je recherche Spotify aussi dans le Arch User Repository. Et là, hop, je vois que j'ai tout ça. Et l'avantage, c'est que je peux classer directement par popularité et voir les choses. Donc si je prends le cas de Spotify, hop, je peux cocher cette case-là. Je clique sur appliquer. Il va me dire cette fois-ci, je ne peux pas l'installer directement, mais tu vas devoir le construire. Je valide et je vais arriver sur cette interface-là et il va construire les choses. Il va me demander mon mot de passe administrateur encore une fois. Je rentre ça, il va télécharger le point deb, il va ensuite déplacer et faire les différentes choses. Et maintenant, hop, si je me rends au niveau de mon menu démarrer, je cherche Spotify et Spotify est installé, ce qui est quand même vraiment très très pratique pour le coup.
Donc ça marche comme ça de manière visuelle, mais en fait ce qu'il utilise derrière c'est une commande qui s'appelle yaourt. Donc vous allez dans votre terminal, si vous voulez faire la même chose, par exemple imaginons je vais installer IntelliJ, ben, je fais yaourt et je vais mettre JDK, parce qu'il me faut d'abord le JDK. Donc là il n'y a pas de "-s", c'est une commande qui fonctionne que comme ça. Lorsque je vais taper cette commande-là, automatiquement, il va me proposer un ensemble de choix et il va me dire, bon ben voilà tout ce que j'ai trouvé. C'est ce que l'on retrouve dans PAMAC à cet endroit-là. Hein. Donc on retrouve la popularité, les différentes choses. Alors moi j'ai déjà fait un petit peu de recherche et la version que je veux ici c'est le numéro 21. Donc je vais taper 21. Et là il va me proposer de regarder le package build et de voir les différentes choses. Alors je vais le couper. Et si vous voulez pas forcément de confirmation, vous pouvez rajouter le drapeau no confirm. Et là, il ne vous posera plus de questions une fois que vous avez choisi le paquet à télécharger. Et là, pouf, il est parti, il va tout installer. Donc pendant qu'il fait ça, hein, j'aurais peut-être dû choisir un package un petit peu plus light à construire. Pour le reste, ben, c'est assez classique. Hein. Niveau explorateur de fichiers, on se retrouve avec du Tunar, c'est assez classique. Et après, de manière générale, en plus des logiciels que l'on a cochés au moment de l'installation, ben, il a installé pas mal d'autres petits trucs qui vont vous rendre un petit peu la vie plus simple. Après, c'est relativement light. Vous n'allez pas avoir GIMP ou LibreOffice d'installer par défaut, quoi. Ça va être à vous ensuite d'installer les choses. Si vous voulez voir l'ensemble des trucs qu'il a préinstallés par défaut sur votre système, vous pouvez utiliser Pacman pour ça. Vous faites pacman-q et hop, il vous liste tous les packages qui sont installés. Moi, par défaut, je crois que ce qui était intéressant, c'est que par exemple, donc sur mon ordinateur, j'ai une carte graphique Nvidia et il avait installé déjà les drivers Nvidia, donc j'avais pas forcément eu à me galérer à faire les différentes installs. Mais voilà, si jamais vous avez besoin, vous pouvez regarder ça. On voit qu'il y a quelques petits trucs qui sont spécifiques à Antergos. Après, il y a toute la partie Numix, mais c'est relativement sommaire par rapport à ce que l'on peut retrouver sur d'autres distributions. Donc après, comme je vous le disais, si jamais vous avez besoin d'autre chose, ben vous pouvez utiliser Yaourt aussi pour des dépôts qui sont officiels. Si vous allez dans le PAMAC Manager, ici, si vous cherchez ZSH, c'est dans les dépôts officiels. Si jamais vous faites ça via Yaourt et non pas via Pacman, vous lui demandez d'installer ZSH, il va vous montrer des dépôts OR, donc des dépôts Arc User Repository, mais tout en haut et en premier, vous allez avoir les dépôts officiels. Donc là, vous pouvez installer les choses, même via Yaourt, vous pouvez utiliser Yaourt partout, quoi. Moi, personnellement, je préfère utiliser Pacor, mais qui s'écrit comme ça. Mais bon, après, c'est une question de choix personnel. Et là, hop, maintenant, j'ai ZSH d'installer. Donc après, de la même manière que pour une distribution classique, vous avez une petite ligne de commande qui vous permettra de mettre tout à jour. Mais si vous n'utilisez pas Mac, donc le gestionnaire de paquets que l'on utilise ici, donc là on va le fermer, vous allez avoir une petite alerte ici, et vous allez avoir le gestionnaire de mise à jour. Et là, vous allez pouvoir mettre à jour les différents dépôts. Donc vu que c'est une rolling release, là vous allez avoir cette petite pop-up qui va apparaître beaucoup plus souvent que ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir sur d'autres distributions. Attendez-vous au minimum à avoir au moins une mise à jour par jour. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire instantanément, mais voilà, ce truc-là vous dira de mettre à jour au moins une fois par jour. Donc vous avez l'expérience de un petit peu à la Windows ou macOS pour le coup. Du coup, je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer sur cette distribution-là. Donc personnellement, je trouve que c'est une distribution plutôt sympa parce que elle a l'avantage de vous laisser choisir l'environnement de bureau que vous voulez installer par défaut. Alors après, vous pouvez toujours maintenant installer GNOME ou ce que vous voulez si vous avez envie d'en avoir plusieurs. Mais dès l'installeur, je n'ai pas à faire un choix, je peux avoir un ISO unique pour installer la distribution de bureau que j'ai envie. Et on a l'avantage d'avoir les dernières versions des différents logiciels. Donc par exemple, si je choisis d'installer PHP, je vais directement avoir la dernière version. Donc si je fais gestionnaire de paquets, il est déjà en cours d'exécution, oui. Voilà, on ne peut pas avoir à la fois le truc de mise à jour et le gestionnaire de paquets à la fois. Mais si je demande d'installer PHP, je vais me retrouver directement avec la version 7.0.12. Si je cherche PHP sur Ubuntu, hop. Donc là, je veux le package. Je vais avoir une version qui va être un petit peu plus ancienne. Donc par défaut, il va me proposer les paquets PHP 5, mais moi je veux vraiment les paquets PHP 7. Mais si je regarde par défaut sur Ubuntu, donc sur la version 16.04 qui est quand même assez récente, c'est la 7.0.8. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre à jour PHP, ils vont faire que des mises à jour de sécurité et on restera sur cette version 7.0.8 jusqu'à la release de la prochaine version d'Ubuntu. Là où avec le système de rolling release, on va systématiquement avoir la dernière version.
Donc après aussi, c'est à vous de voir parce que ça a l'avantage de vous permettre de profiter des dernières fonctionnalités sans forcément rajouter des dépôts tiers, mais ça a aussi l'inconvénient. Si jamais vous êtes en train de développer un site et que d'un coup, il se met à mettre à jour vers une version PHP qui casse des choses, ou de n'importe quel autre langage qui casse des choses, ça peut vous poser problème. Donc c'est un truc qui a à la fois des avantages et des inconvénients. Le truc qui est vraiment aussi sympa, c'est la fameuse présence des dépôts OR. Donc au final, c'est quand même beaucoup de bénéfices qui sont attribués non pas à Antergos à proprement parler, mais directement à Arch Linux. Ce qu'offre Antergos, comme je vous l'ai dit, c'est la possibilité d'avoir un installeur visuel qui va vous simplifier grandement la tâche. Et vous l'avez vu, bon là en l'occurrence j'ai fait suivant, mais si vous avez besoin de configurer les choses, c'est quand même beaucoup plus agréable, en tout cas pour une personne qui n'est pas forcément ultra compétente en Linux, d'avoir une interface visuelle pour faire les choses et comme ça, bien régler les trucs, plutôt que d'avoir à tout faire en ligne de commande. Et en plus de ça, il vous fournit quand même un minimum de paquets, histoire que vous commenciez avec une base assez fraîche au niveau de votre environnement de bureau et que vous n'ayez pas tout à configurer vous-même. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte Arch Linux à un public qui est un petit peu moins ultra technique. Donc ça permet d'élargir entre guillemets la cible de Arch Linux. Après, il faut savoir vraiment dans quoi vous vous engagez parce que vous risquez de rencontrer des petits soucis. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette distribution. Alors après, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu plus de Linux d'un point de vue desktop et non pas forcément d'un point de vue serveur. Et quel point vous aimeriez bien voir éclairci. L'idée, c'est tout simplement de rendre Linux un petit peu plus accessible à travers les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!